Bon, alors moi je m'appelle Nelson Hélène, je suis chercheur pour le compte de la société Euler Data Solutions. Je m'occupe de diriger toute la partie R&D. Donc on est basé à Bordeaux et un petit peu à l'étranger et bientôt à Paris aussi. Et Étienne est notre référent cybersécurité au sein de l'entreprise, donc il a beaucoup contribué à ce projet. Donc il ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, il va surtout manipuler les slides et manipuler la petite démo qu'on vous a prévue. Et donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de cybersécurité. On va parler de graphes de connaissances, donc si c'est des choses qui vous sont un peu étrangères, c'est pas grave, on va expliquer tout ça tranquillement. Alors principalement dans le domaine cybersécurité, nous on va vous parler de ransomware. Donc, je pense que je vous fais pas un affront en vous disant que vous devez sans doute déjà tous avoir entendu parler de ransomware, puisque c'est une des attaques les plus impactantes qui existent dans le monde actuellement en termes de cybermalveillance. Donc un ransomware, c'est quoi? C'est un logiciel qui va pénétrer votre système informatique, que ce soit un serveur ou une autre infrastructure numérique, un poste de travail, et qui va se mettre petit à petit à verrouiller, encrypter tous vos fichiers, non seulement vos fichiers de données, le .txt de votre dernière lettre ou votre fichier Excel, mais également toutes les données nécessaires au bon fonctionnement de vos logiciels. Donc petit à petit, ça verrouille entièrement votre machine. Et bien sûr, le groupe de cyber attaquants extrêmement malveillants vous demande une rançon pour vous donner la clé de décryption de tous vos fichiers. Donc quand ça vous touche vous, ben, c'est des petites sommes entre guillemets, grosses à votre échelle mais petites, mais quand ça touche une collectivité locale, une mairie, une entreprise ou un hôpital, c'est des sommes beaucoup plus grosses qui sont exigées et le premier conseil c'est déjà de ne pas payer la rançon. Parce que si vous payez la rançon, eh bien, ils vont continuer sur d'autres cibles parce que ça marche. Et puis, donc il y a déjà cet impact de rançon, mais il y a également cet impact économique énorme qui, pendant que toute l'infrastructure numérique d'une entreprise ou d'une collectivité est à l'arrêt, eh bien, c'est de la production qui n'a pas lieu, c'est des réponses à des clients qui n'ont pas lieu, donc c'est autant d'argent qui est perdu. Et ça peut durer très longtemps. Et alors, pour vous parler un petit peu plus techniquement de ce que sont des vitesses d'exécution de ces ransomware, en 2023, le ransomware, c'est des vitesses d'encryption pour 100 000 fichiers, un volume de 54 gigas, inférieur à l'heure, et même pour les plus performants, on est plus inférieur à la dizaine de minutes. Donc quand le ransomware il vous tape entre 4h et 5h du matin le dimanche, bah, vous avez 10 minutes pour réagir. Donc c'est de l'ordre de l'impossible, à moins d'avoir des alertes, même des alertes sur des personnes d'astreinte, en 10 minutes, c'est extrêmement complexe. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve encrypté. Et donc, en moyenne, en 2023, entre le début de l'attaque et l'exploitation des données, on a 24 heures. C'est très court pour réagir. Et puis, surtout, ce qui est très important de mentionner ici, c'est que la personne qui vous attaque, elle vous a observé pendant des mois et des années. Donc, elle a designé elle-même des outils dont vous n'avez aucune connaissance, aucune idée. Et donc, vous êtes un peu seul face aux vautours qui vous ont tourné autour pendant des semaines. Et surtout, il faut que vos moyens de protection ils soient hyper évolutifs, même, j'ai envie de dire, prévisionnels. Donc, je peux juste revenir un petit peu en arrière. Merci. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le mythe du cyber-attaquant malveillant, du hacker au fond de sa chambre d'étudiant boutonneux n'existe plus depuis très longtemps. Et qu'en fait, les personnes qui font ça, ce sont souvent des entreprises à part entière dans leur domaine. Et sur les marketplaces, sur le dark web, sur les forums un peu obscurs, il n'est pas rare de trouver des offres qui viennent d'entreprises qui pourraient avoir tout à fait des divisions marketing, du service après-vente. Et en fait, on assiste à un développement de ce qu'on commence à appeler le RAAS, le Ransomware as a Service. Et donc, en fait, c'est des gens, on peut les appeler, on peut les contacter, donc je ne vous donnerai pas les moyens de les contacter. Mais bonjour, voilà, je voudrais, par exemple, verrouiller telle entreprise, telle concurrence. Comment est-ce qu'on peut faire? Combien ça va me coûter? Etc., etc., etc. Donc, qui dit structure plus commerciale, plus entrepreneuriale, dit également, pour les enquêteurs qui enquêtent sur ce genre de pratiques, des enquêtes beaucoup plus réelles, beaucoup plus ciblées dans la vie réelle. Et donc, c'est là que l'ER intervient, puisque nous, on a un passif et une expertise au niveau du renseignement et du développement d'applications utiles à tout ce qui est police, justice et renseignement humain. Donc, on a la possibilité de coupler des enquêtes qui sont menées sur le champ de la cyber, donc avec tout ce qui est log, etc., avec des enquêtes beaucoup plus de terrain, beaucoup plus réelles, ancrées dans le monde réel, avec des perquisitions, des saisies sur serveur, des arrestations, des interrogatoires et des choses comme ça. Et donc il y a un vrai besoin au niveau des polices et des enquêteurs sur la cybercriminalité de merger ces données-là, de pouvoir fusionner toutes ces données pour que les enquêtes se parlent entre elles et qu'on puisse aboutir à des conclusions beaucoup plus rapidement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que le graphe, le système de graphe de connaissances, pourrait être une solution
pour merger toutes ces données et pouvoir faciliter la vie des enquêteurs. Donc, vas-y, tu peux y aller. Ça, c'est le projet d'une super entreprise qui est sur Bordeaux, qu'on connaît bien. Donc, c'est un honeypot. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec les lumières, mais en gros, c'est une attaque par déni de service sur un honeypot. Donc, un pot de miel, c'est un faux serveur. On se fait passer pour une entreprise. Et puis, on attend que les pirates viennent essayer de toquer à la porte pour nous voler des choses. Et en fait, on les observe. Et donc, ce qu'on peut voir, ça, c'est du temps réel. Et on voit que les données, elles viennent majoritairement des pays asiatiques, mais il y a aussi des machines infectées sur le continent américain. C'est du temps réel, donc ça veut dire que derrière, les enquêteurs, ils doivent analyser tout ce qui se passe en temps réel, et ça dure des heures. Je mets au défi quiconque d'apprécier faire ce travail-là à la main. C'est infernal, c'est pas du tout agréable. Et en plus, il faut réagir rapidement. Pour trouver des indices, potentiellement, dans ces machines-là, il y a la vraie machine de l'attaquant, et ce n'est pas une machine dont on a pris le contrôle, et dont les vrais possesseurs ne sont pas responsables de l'attaque. Donc, cela étant dit, il faut trouver un moyen d'ingérer. Donc, je peux passer. Alors, comment est-ce qu'on ingère quelque chose? Alors, le graphe de connaissances, c'est très particulier parce que ça se construit sur la base d'un modèle ontologique. Donc là, ça va être un petit peu théorique, mais je vais essayer de rendre ça un peu plus ludique. Donc, en général, je pose la question, qu'est-ce qui permet de relier à première vue la ville de Königsberg, donc c'est l'ancienne Prusse, et la ville de Karlsruhe, qui est en Allemagne? Et la plupart des gens, 98% des gens me disent un pont aérien, une autoroute, voilà. Alors, en fait, pas du tout. Alors, si on connaît un peu l'histoire, en fait, il y a un mathématicien dans l'histoire qui s'appelle Leonhard Euler. Et Leonhard Euler, en fait, il habitait à Königsberg, et il aimait bien se promener à Königsberg. Et en fait, à Königsberg, la ville est un peu particulière. En gros, il y a des petites îles et 7 ponts qui rallient les îles entre elles. Et Léonard, il s'est dit un jour, comment je fais pour faire une balade qui ne me fait pas repasser par le même pont 2 fois, mais qui me permet de parcourir toutes les îles? Alors il s'est plein de fois, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il a mathématisé tout ça avec n ponts et n-1 îles. Et en fait, toute sa vie, il s'est posé la question, mais pourquoi je n'arrive pas? Et donc ça a donné le fondement de la théorie des graphes. Donc c'est ce problème-là qui a vraiment initié, s'il te plaît, la théorie des graphes. Et donc Léonard, il a posé les bases de cette nouvelle science. Et cette science, en fait, elle s'est révélée très très utile pour décrire des flux logistiques, des flux de données, et également décrire des situations. 120 ans à peu près plus tard, une centaine d'années plus tard, il y a un deuxième mathématicien qui s'appelle Karl Gerholzer, qui reprend ce problème et qui démontre son insolvabilité. Et alors c'était quelqu'un de brillant qui est mort très jeune, mais qui était prof à la fac à 25 ans. Et en fait, il habitait à Karlsruhe. Et donc, vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté une histoire dans le graphe, des faits réels qui ont eu lieu dans l'histoire. Et j'ai pu relier 2 villes par un chemin dont, si on n'avait pas eu la connaissance de ce qu'il y a entre les deux, on n'aurait jamais pu le trouver. Et en fait, ça arrive tout le temps. Dans toutes les données, il y a toujours des chemins cachés. Des entités qui, de prime abord, quand on regarde la donnée, quand on ne va pas creuser en profondeur, quand on ne fait pas ce travail vraiment d'investigation précis, on ne voit pas qu'elles sont reliées. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des enquêtes criminelles, et notamment cybercriminelles. Donc, ok, c'est super, je crée du graphe, je crée de la connaissance, je mets tout ça dans le graphe, mais il faut quand même des cadres. Et en fait, le cadre pour décider de ce qui va, oui ou non, rentrer dans le graphe, ça s'appelle l'ontologie. Et l'ontologie, s'il vous plaît, l'ontologie, elle est constituée de concepts et de relations. Donc les concepts, en fait, c'est toutes les entités qu'on va ingérer. Donc ici, par exemple, sur ce graphe, on a 3 concepts. On a les personnes, les villes et les sciences. Et donc, du coup, chaque concept a des propriétés. Donc, pour les personnes, nom, métier, âge, etc., pour les villes. Et chaque concept a des relations qui lui sont permises. Par exemple, pour le concept personne, il y a la relation habite dans. Et cette relation définit qu'elle doit être reliée automatiquement au concept ville. Et donc, chaque relation a également des propriétés. Et donc, supposons que maintenant, je rajoute une personne ou je rajoute une ville. Je peux la mettre dans le graphe selon cette nomenclature-là. Donc, si je rajoute une personne, je ne sais pas, Étienne par exemple, il sera dans le graphe et puis il travaille sur la théorie des graphes. Donc, on va le relier à la théorie des graphes selon la nomenclature qu'on a définie dans l'ontologie. Donc, l'ontologie, en fait, c'est le moule, c'est le squelette du graphe. C'est ce qui permet vraiment de classifier la donnée et lui donner du sens. Alors, quand on définit l'ontologie, on part sur quelque chose de très générique. On va décrire des concepts de la vie de tous les jours, les véhicules, les organisations, les sociétés, les banques, etc., les personnes. Mais on peut aussi aller très précisément dans les spécifications métiers. Par exemple, on peut décrire les infrastructures informatiques, on peut décrire les méthodes de cryptage, etc., etc. On peut décrire les malwares, on peut décrire les groupes de cyberattaquants, etc., etc., etc.
Donc une ontologie, on va venir la complémenter. Et alors son utilisation, j'aime bien cette image parce que c'est assez amusant. Et on prend des données non structurées qui viennent de tout type d'enquête. Alors on a trouvé tel log sur tel serveur, puis en fait cette base-là, elle était encryptée dans tel truc, donc c'est pas le même langage, etc. Et puis on la passe au milieu de l'ontologie. Nous, on a des applicatifs chez Euler qui permettent de faire ça, en fonction de l'ontologie métier qu'on a choisie. Et on va transformer, grâce à ça, cette donnée non structurée en un graphe ultra structuré qui est constitué de nœuds et de liens, comme je vous ai montré auparavant, et que l'utilisateur va pouvoir venir requêter, va pouvoir modifier, etc., et travailler avec directement sans avoir lui-même à le construire. Donc en fait, on va vraiment faciliter le travail de l'enquêteur et aussi lui faciliter la vie dans le sens où l'ontologie est définie de telle sorte que l'enquêteur n'a pas forcément besoin d'être un expert. Il va venir ingérer ces données et puis elles vont être traduites dans un langage qu'il peut comprendre, le langage du graphe, qui est un langage ultra simple en fait. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une ontologie cyber. Donc c'est pas vraiment un graphe, mais on peut représenter l'ontologie également sous forme de graphe, puisque les concepts se parlent entre eux. Et donc on a mis, donc c'est un exemple, hein, c'est pas la vraie qu'on a. Voilà, donc par exemple des exemples de concepts, hash, pseudo, le port, le hostname, les logins, les passwords, etc. On peut tout mettre et c'est le client qui décide. Par exemple, si demain on a un enquêteur plus spécialisé finance, qui va avoir besoin de voir les actions, qui va avoir besoin de voir, je sais pas, qui a acheté quoi à tel moment, par exemple le parquet national financier, pour pas le citer, eh bien, on va pouvoir lui définir une ontologie tout à fait adaptée à son métier propre à lui. Donc aujourd'hui, on est plus axé sur la cyber pour cette conférence, mais sachez que notre cœur de métier, c'est vraiment de proposer le design d'ontologie à nos clients, bien spécifique à leurs problématiques. Donc ça, c'est l'ontologie du produit Evidia, donc qui est designé cyber. Donc le produit Evidia, en fait, c'est à peu près 350 concepts qui ont été définis avec des experts, 1200 propriétés et 1000 relations. Donc ça commence à faire beaucoup de choses, beaucoup de catégories différentes, qui sont automatiquement reliées et déjà prédéfinies à l'intérieur du système. Et bien sûr, c'est inspiré des ontologies MITRE et STIX, qui sont des standards de référence dans le domaine de la cybersécurité et qui permettent aux différents enquêteurs spécifiques à la cyber de communiquer entre eux. Donc on va passer à une petite étape de démo. On va vous montrer un des outils d'Euler, donc c'est l'outil Euler Analyst. Donc c'est un outil de visualisation du graphe, des données. Et donc nous, ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est qu'on monte des use cases sur des affaires qui sont passées. Donc par exemple, aujourd'hui, on va vous parler de la cyberattaque qui a eu lieu sur le CHU de Rouen. En 2019, donc il y a un hôpital en Normandie, un CHU, qui s'est fait verrouiller par ransomware sur un week-end et qui a pu s'en sortir comme il pouvait. Donc très vite, l'attaque elle a été revendiquée par un groupe qui est supposé étatique côté russe, qui s'appelle TA505. En fait, l'objectif était purement de nuire. Et l'attaque s'est déroulée en plusieurs temps. Donc nous, on a analysé les rapports de l'ANSSI et de la DSI de l'hôpital pour pouvoir construire ce graphe. Donc tout d'abord, en fait, ça a commencé par une campagne de phishing. Ils ont envoyé des mails frauduleux aux différents employés de l'hôpital, et puis il y a toujours quelqu'un qui clique sur le lien sur lequel il ne doit pas cliquer. Et donc forcément, eh bien, un petit malware de type downloader, donc c'est un petit malware qui est chargé en fait de télécharger un plus gros malware qui lui est le ransomware en lui-même. Et donc ce ransomware a pu être déployé sur les infrastructures de l'hôpital, donc les infrastructures Windows, et donc a progressivement verrouillé tout le service de production, donc tout ce qui contrôle les robots médicaux, et également les postes de travail des soignants, donc tout ce qui permet de lire les constantes, la VO2 max, le BPM, etc. Heureusement, dans leur malheur, ils ont eu beaucoup de chance puisque leur base de données patients était sous Linux et le ransomware n'était pas programmé pour verrouiller les systèmes Linux. Donc bon, voilà. Ça, c'est l'enquête menée par la DSI de l'hôpital. Et puis l'ANSSI s'est saisie de l'affaire, puisque forcément c'est du domaine public, donc ils interviennent. Et ils ont pu remonter dans leur rapport jusqu'à une petite flopée d'outils, donc Metasploit, Cobalt Strike, le RATSDBot et TinyMet, qui eux étaient reliés à un serveur physique qui s'appelle AS210119. Voilà. Et c'est un serveur qui existe avec un vrai numéro de série, donc il est quelque part sur Terre. Bon. L'enquête, elle s'arrête là en 2019, puisqu'on ne connaît pas ce serveur, on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas vraiment qui est derrière le groupe TA505. Et puis nous, à Euler, en fait, on collecte de la donnée, peu importe si elle est reliée à une enquête ou pas. Et donc, nous, on a récupéré les Pandora Papers. Et en fait, on les a mis dans la même base, en fait, dans le même graphe, puisque c'est un graphe. Et en fait, on s'est rendu compte que ça matchait, que le AS210119, il était mentionné dans les Pandora Papers. Et en fait, il appartient à une entreprise qui s'appelle VPSC Networks Ltd, qui est
relié à une personne, donc du coup on avait son nom, on a tout flouté ici. Et puis cette personne, en fait, elle avait un email qui était mentionné également dans les Pandora Papers. Et la structure de cet email, pseudo, chiffre, elle est quasiment équivalente à celle utilisée pour le phishing. Donc déjà, là, on a un premier flux d'indices qui est intéressant. Et puis, en plus du flux technique. Et puis, du coup, vu qu'on avait un mail, qu'on avait un nom, on a mené une petite enquête sur les réseaux sociaux. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des profils Facebook. Et donc, du coup, il y avait des posts aussi Facebook en public. Et que le gars, il montrait ses vacances. Et donc, du coup, il y avait des images. Et en fait, ces posts, ils étaient situés dans la région de Rouen en 2019. Donc, troisième faisceau d'indices. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que nous, on a la possibilité de visualiser dans le temps. Il y a aussi une dimension chronologique au graphe, puisque les nœuds apparaissent les uns après les autres, puis disparaissent, les relations se font et se défont. Donc, on a pu voir les événements en 2019, récupérés sur les posts, on peut les visualiser. Donc, on a également un outil de timeline qui permet pour l'enquêteur, en fait, ça c'est vraiment de l'outil pour l'enquêteur, pour aider à la réflexion, de visualiser, par exemple, quel post a été posté à quel mois, etc. Au-delà de ça, on a également un outil carte. J'espère que ça va charger avec la connexion. Magnifique. Ouais, ça n'a pas chargé les nœuds, mais bon, c'est pas grave. La connexion est très faible. En gros, c'est un outil qui permet de visualiser l'emplacement géographique. Par exemple, les posts Facebook, ils sont placés forcément de base. Quand vous postez sur Facebook, Facebook sait que vous êtes à tel endroit. Et si vous ne cochez pas la bonne tic pour dire « je ne veux pas qu'on voit d'où j'ai posté ça », tout le monde sur Internet peut voir où est-ce que vous avez fait votre story ou votre post. Et donc, du coup, on a pu voir que du coup, le suspect, il allait souvent en Ukraine, vers Donetsk, dans le Donbass, qui tournait autour de Rouen, mais qu'il avait un train de vie extrêmement particulier. Il est dans des piscines à Marrakech, et puis il est également étudiant en informatique à Paris, ce qui est très bizarre. Bon, alors ça commence à faire beaucoup de faisceaux d'indices. Donc là, on a 3 faisceaux d'indices. Si tu peux revenir sur le graphe, s'il te plaît. On est vraiment désolé pour la connexion. C'est sur un téléphone... Bon, on a 3 faisceaux d'indices très importants. On a le faisceau technique d'abord, avec les serveurs. Et puis, on a le faisceau réseaux sociaux, avec le profil Facebook, etc. Et puis, on a un 3e faisceau un peu plus ingénierie sociale, avec le recoupement des adresses email qui se ressemblent énormément. Donc, on peut grader tout ça et accorder de l'importance ou pas à certains faisceaux, mais ça permet vraiment à l'enquêteur d'avoir une vue d'ensemble totale. Mais ça, en fait, c'est ce qu'aurait pu faire l'enquêteur s'il avait été tout seul avec un crayon à papier. On n'a rien inventé. On a juste informatisé tout ça, on lui a rendu la vie plus facile. Mais la base de données graph, elle est aussi intéressante au début d'une enquête. C'est-à-dire qu'au début d'une enquête, en fait, l'enquêteur, il n'a que ça. Mais si dans la base de données, nous, on a collecté tout ce qu'il y a autour, qu'on a déjà les Pandora Papers, qu'on a déjà tout ça, qu'on est en 2022, qu'on va reprendre cette base, cette enquête, pour les cold cases, par exemple, eh ben, on a juste à utiliser l'outil pour chercher tous les chemins entre les différents nœuds dans la base. Et donc, on va aller chercher. Là, normalement, si on est bien connecté, ça devrait... C'est très lent. Voilà, bon, alors on a prévu le résultat. Donc ça va nous chercher tous les nœuds intermédiaires. Et donc, vu que ces choses-là ont déjà été ingérées dans la base, sans même avoir réfléchi à comment faire le lien, eh bien, ça nous le trouve automatiquement, puisque les liens sont déjà créés de base par l'ontologie. Et donc là, l'enquêteur peut commencer à travailler avec, là, on peut retrouver le serveur en question, on peut retrouver le profil Facebook, etc., etc. Donc ça lui fait gagner un temps fou. Il n'est pas du tout dans cette phase d'accumulation de la donnée et de se dire s'il l'ajoute ou pas, si elle est pertinente ou non. Il va vraiment avoir accès à la base de données qui collecte, et qui lui trouve les chemins les plus intéressants pour mener à bien son enquête. Donc pour aller un peu plus loin sur cet aspect de collecte passive, nous, on est toujours friands de sources de données ouvertes, parce qu'en fait, on peut trouver énormément de choses sur Internet. Et notamment, alors ça, par exemple, c'est un graphe qui a été collecté là récemment. C'est tous les différents groupes d'attaquants qui existent sur la planète, dans l'univers cyber. Donc on en a énormément. Par exemple, je ne sais pas, on a quoi là, Crouching Yeti. Si un jour, il y a une enquête qui mentionne ce groupe d'attaquants, tout de suite, bim, il va être mappé à G0035, qui est un groupe étatique, et donc on aura déjà la relation qui sera faite. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à la démo. Voilà. Donc on va continuer la petite présentation. Donc ça, c'est, bon, vue plus générale, un peu corpo de l'outil. On peut faire des algorithmes sur le graphe automatiquement. On peut faire du calcul de centralité, des détections de communauté à l'intérieur d'un graphe. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut tout à fait avoir une dimension exploratoire à l'outil pour pouvoir un peu se promener dans cet immense graphe et par exemple mettre des filtres ou ce genre de choses. On peut également entraîner des algorithmes de machine learning
pour pouvoir reconnaître automatiquement des petites structures. Par exemple, on sait qu'une attaque informatique a lieu de telle manière, par exemple avec un email de phishing d'abord, de telle façon, avec tel email, puis etc. etc. Eh bien, on peut reconnaître ces choses. Mais pour un analyste, à la main, ça commence déjà à devenir très fouillis. Comment? Ah, il n'y a plus de temps. Désolé, je parle trop. Bon, alors on va aller un peu vite. Donc, on peut aussi faire de l'IA. Donc là, vous dites pourquoi il me montre un jeu vidéo. En fait, ça, c'est une IA de reinforcement learning qui apprend toute seule. Donc là, elle apprend à jouer aux jeux vidéo, mais on peut exactement lui apprendre à parcourir un graphe et à chercher des choses très spécifiques dans un graphe et à faire elle-même le travail d'une petite main qui va venir taper elle-même je cherche tel suspect, est-ce qu'il était là à telle heure, tel endroit. On peut coupler ça avec un LLM. On peut poser des questions à un LLM qui va transférer la question en requête pour la base de données graph et nous retourner des réponses. Alors, on a entraîné par exemple une IA de reinforcement learning à classer des propriétés dans le graphe. Par exemple, là, au tout début, il y avait des nœuds gris. Et donc, ces nœuds gris, derrière, on avait caché une propriété de couleur. Et on a pré-entraîné l'IA pour aller trouver quelle est la couleur et nous la mettre dans des clusters différents selon la couleur. Et donc là, en quelques secondes, on a un tri sur la base de propriétés qui est fait extrêmement rapidement dans le graphe. Et c'est en permanence, c'est-à-dire qu'il parcourt le graphe 24 sur 24, 7 jours sur 7, et dès qu'il trouve une couleur, il nous la met dans le bon cluster. Donc le champ des possibles est infini là-dessus, puisque l'IA est en plein essor, donc on peut coder tout ce qu'on veut. Donc pour conclure, d'un côté, on a des cibles et des cybercriminels, et les cibles sont un peu perdues devant le niveau technique et la violence des attaques qu'elles subissent. Nous, de notre côté, on a des experts métiers, des data analysts, des scientists, qui vont aider, du coup, à la collection de sources de données plurielles. Et donc ces sources de données plurielles, on va les faire passer au travers d'une ontologie, et cette ontologie va permettre de créer un graphe de connaissances. Ce graphe de connaissances, les experts métiers vont pouvoir l'exploiter à la main, comme je vous ai présenté, mais nous et eux, on va pouvoir également définir des algorithmes d'analyse, des algorithmes de prédiction, et aussi des intelligences artificielles pour pouvoir exploiter automatiquement le graphe. Et donc ensuite, on peut mettre des alertes automatiques et même analyser des modes de prévention pour prévenir en amont les potentielles cibles de cybercriminels. Voilà, je vous remercie. On va avoir quelques minutes pour prendre des questions. Ouais. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Vous avez beaucoup parlé de la partie exploitation du graphe de connaissances et je me demande qu'est-ce que vous utilisez en termes de technologie, plus pour la partie soit création de l'ontologie, est-ce que c'est purement manuel, mais aussi en fait la création du graphe en lui-même. Alors, pour ce qui est du détail technique sur ce qu'on utilise, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais on développe, ce qu'il faut savoir chez Euler, c'est qu'on développe tous nos outils en interne. Donc, on n'utilise pas de framework externe, notamment pour des raisons de sécurité, parce que forcément, dans ces cas-là, on a des clients de type judiciaire, etc. Donc, on ne peut pas se permettre de leaker une technologie. On a tout le module de l'ingestion, de la transformation et du passage par l'ontologie. Et on a également le module de création de l'ontologie. Et là, l'ontologie, on l'a fait avec le client. Au final, ça a l'air beaucoup, 350 concepts, ça se fait très vite au fil de discussion. On discute, c'est quoi que vous utilisez le plus souvent comme terme dans votre enquête, quel objet vous voudriez voir. En fait, quand on explique le graphe aux gens, tout de suite, ils ont envie de collaborer, de créer eux-mêmes leur ontologie. Il y a un côté extrêmement ludique, parce qu'ils voient tout de suite le potentiel d'aide que ça peut apporter à leur métier. Donc, je ne peux pas vous répondre sur le plan technique, mais au final, pour l'instant, c'est beaucoup à la main. J'ai vu qu'il y a une question là-bas tout à l'heure. Je reviens après. Merci, c'était une super présentation. Moi, c'était plus une question au niveau de la modélisation, parce que quand on commence à utiliser un petit peu les graphes, se pose un peu la question de est-ce qu'on met tout, est-ce qu'on sélectionne certaines entités, certains liens. Et donc du coup, la question, c'est un peu, vous, est-ce que vous avez un peu des best practices sur comment sélectionner ce que vous mettez ou ce que vous ne mettez pas? Et une deuxième question aussi, c'est, là vous avez parlé de quelque chose, quand on est dans le cadre d'une investigation, on cherche quelque chose, on sait ce qu'on cherche. Vous avez introduit dans la présentation, dire quand on a une cyberattaque, ça se passe très vite, il faudrait pouvoir le détecter très vite. Ça, pour faire de la détection de choses anormales, comment est-ce que c'est pareil, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des choses à mettre en place? Alors, pour la première partie, la best practice en graphe, c'est de multiplier les relations
et minimiser les entités. Plus vous créerez de relations, plus vous créerez de chemins potentiels, et donc plus vous rendez le graphe exploitable. Attention, il ne faut pas non plus créer une relation par propriété. Il faut caractériser à fond ces relations avec des propriétés annexes, qui ont du sens, et du coup on va se retrouver avec un graphe qui maximise la connaissance. Plus vous mettrez d'entités, en fait, plus vous polluerez votre graphe avec des choses qui ne servent à rien. Et donc, il faut bien choisir ces entités. Et donc ça se fait au niveau de l'ontologie. Et c'est pour ça qu'on insiste pour humainement concevoir l'ontologie avec le client, parce qu'il n'a pas forcément cette vision de est-ce que ce serait pertinent d'avoir des ontologies, une entité ici ou une propriété. Pour la deuxième partie, alors c'est ce qu'on est en train justement d'essayer de mettre en place, des best practices pour faire de la détection d'anomalies. Donc on a de la détection de structural pattern, des choses comme ça. On utilise des systèmes de classification, il n'y a pas de secret, du random forest, des choses comme ça, qui permettent également de faire du profilage, parce qu'en fait on a un système hyper simple, on a des boules reliées avec d'autres boules. Donc on peut compter le nombre de liens, on peut faire compter le nombre de sauts qu'il y a entre les différentes entités. Donc ça, c'est tous des paramètres en fait, qui peuvent être calculés, analysés, et puis s'il y a quelque chose qui change de l'ordinaire, bam, on a un pic, et puis là, c'est automatique, quoi. Donc voilà, c'est pour les best practices. Mais c'est encore en développement, bien sûr, hein. C'est une science qui est toute jeune, hein. Oui, bonjour. Donc, a priori, je pense pour le forensique, vous êtes très bon. Vous anticipez les bases, même sans client, est-ce que vous construisez déjà des bases de ressources qui vont vous permettre de construire vos graphes plus rapidement quand vous aurez les clients? Et est-ce que vous pouvez relier une affaire à une autre affaire, bien qu'il y ait des problèmes de droit entre deux affaires? Alors oui, on construit des bases, nous de notre côté, toujours dans le cadre de la source ouverte. Ça, c'est notre limite. Et nous, on est un éditeur de logiciels. Donc on va fournir l'outil, on fournit la possibilité de le faire, mais d'un point de vue juridique, le droit ne nous concerne pas vraiment. C'est l'utilisation que le service à qui on a vendu l'outil va en faire. Mais la possibilité existe tout à fait de relier des affaires entre elles, oui. On est plus sur une base d'un outil par service. Par exemple, la brigade financière, même tout ce qui est en son sein, on a des systèmes d'administration de privilèges d'utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur principal d'une enquête, il n'a peut-être pas accès aux autres enquêtes de ses collègues, etc., etc. Et ça, c'est tout le niveau hiérarchique qui est décidé également dans la plateforme. Et donc, on a un super chef, comme on aurait un super chef dans un service, qui décide de qui travaille sur quoi et qui a le droit de communiquer quelles informations avec qui. On a vraiment une réplique totale du système de communication. Voilà. On manage comme ça, mais nous, on n'est pas responsable juridiquement si jamais il y a un problème, entre guillemets. Alors justement, est-ce que vous intégrez des données de télécom ? On a la possibilité de le faire, mais nous, on n'a pas les données. Voilà. Les services à qui on vend ont sûrement les données. Oui, on a pu voir que vous avez utilisé un autonomous système numéro machin. Est-ce que vous pouvez descendre jusqu'au numéro d'IP public? Alors, les gens qui en vont savent déjà faire ça, donc on passe ça, ils y arrivent forcément. Nous, notre vocation, elle n'est pas de faire ça, en fait. Là, on le montre pour montrer la possibilité, mais la résolution de l'enquête, elle n'est pas de notre sort, en fait. On ne se pose pas sur la scène en investigateur privé. Nous, on va juste venir, regarder cet outil-là, il vous permet de faire en 10 secondes ce que vous auriez fait en 10 jours. C'est juste ça qu'on va dire. Mais si on a le client qui nous dit « j'ai besoin d'avoir une entité qui me permet de remonter à l'IP public, etc., de faire un chemin comme ça », alors non, il fait très bien. Dans l'ontologie, on va définir cette relation entre les deux concepts. À vous de l'utiliser ou pas. Voilà. Petite question sur les ontologies que vous utilisez. C'est quoi comme expressivité? C'est du RDFS, du OWL? Et deuxième question, l'extraction sur des grosses bases documentaires, est-ce qu'elle est automatisée? Jusqu'à quel point? Alors, c'est du OWL. L'extraction, on a des modules, donc on n'a pas montré, d'analyse sémantique,
également du text-to-speech, du speech-to-text, pardon, du vidéo-to-text, etc., pour justement pouvoir faire du NLP et définir automatiquement les choses. Voilà. Et c'est encore à l'envie de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit d'utiliser ou pas. Il peut aussi créer des trucs à la main, s'il a envie. Mais je ne lui conseille pas. Ouais. On va s'arrêter là, du coup. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ce talk qui était super intéressant.